Vous n'avez pas besoin de vengeance pour que quelqu'un se détruise à l'intérieur. Parfois, il suffit de disparaître et regardez leur fierté commencer à s'effondrer d'elle-même. Avez-vous été traité comme un déchet et maintenant, vous voulez qu'ils perdent pour cela? Oubliez les confrontations pathétiques, les messages désespérés et les vengeances enfantines. Ces tactiques ne font que montrer de la faiblesse et confirmer qu'elles ont toujours du pouvoir sur vous. La vraie destruction ne vient pas de ce que vous faites, mais de ce que vous ne faites pas. Lorsque vous disparaissez complètement de la vie de celui qui vous regardait de haut, vous activez une bombe à retardement dans son esprit. Pas aujourd'hui, pas demain, mais inévitablement, votre absence deviendra leur pire punition. Leur arrogance se transformera en doute, leur indifférence en obsession, leur mépris en repentir. Et le meilleur dans tout ça, vous n'aurez pas à lever le petit doigt pour y parvenir. Les stoïciens maîtrisaient cette vérité brutale. Le silence absolu crée un vide insupportable pour ceux qui pensaient avoir le contrôle sur vous. Votre disparition crée un trou que leur ego ne peut ni expliquer ni accepter. Au fur et à mesure que vous avancez, ils se retrouvent coincés dans les limbes des questions sans réponse. Nous ne parlons pas de jeux psychologiques bon marché ou de tactiques pour reconquérir qui que ce soit. Il s'agit de retrouver votre pouvoir, votre dignité et votre respect de soi par l'action la plus forte. Rompre tout lien sans explication, sans drame, sans laisser de portes ouvertes. La plupart échouent à ce stade parce qu'ils n'ont pas la force mentale d'exécuter une disparition totale. Ils cèdent à la tentation de vérifier si l'autre personne a déjà appris sa leçon. Faible, pathétique, prévisible. Si vous voulez vraiment que quelqu'un se repente tranquillement, vous devez devenir un fantôme, un souvenir qui vous hante précisément parce qu'il ne peut plus vous atteindre. Quand il vous regardait de haut, il vous traitait comme quelqu'un de remplaçable, comme une option de plus sur leur menu de personnes disponibles. Maintenant, vous allez leur prouver, avec votre absence incessante, que vous étiez la seule option qui comptait vraiment. Et vous le ferez sans dire un seul mot. Le paradoxe est brutal. Plus ils essaient de vous minimiser, plus le vide que vous laisserez sera grand. Plus on vous tenait pour acquis, plus votre absence sera insupportable. Plus ils vous feront vous sentir petit, plus l'ombre de votre disparition sera gigantesque. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, étape par étape, comment exécuter cette stratégie stoïque avec une précision chirurgicale. Non pas pour mendier de l'attention ou pour provoquer une jalousie bon marché, mais pour reconstruire votre empire intérieur tout en regardant de loin comment le château de cartes de celui qui pensait pouvoir jouer avec vous sans conséquence s'effondre. Préparez-vous à maîtriser l'art de la disparition puissante pour transformer votre absence en une présence fantomatique qui hantera ceux qui vous méprisaient, pour les faire repentir en silence, non pas pour ce que tu leur as dit, mais pour ce qu'ils n'entendront plus jamais parler de toi. Ce n'est pas une vidéo pour les faibles à la recherche de miettes d'attention. C'est pour les guerriers stoïques, prêts à utiliser le silence comme leur arme la plus mortelle. 1. Puissance invisible. La plupart des gens confondent le pouvoir avec le bruit, avec la manifestation constante, avec la présence imposante. Erreur fatale. Le vrai pouvoir réside dans ce que personne ne peut voir ou toucher. Votre capacité à disparaître sans avertissement, sans explication, sans drame inutile. Lorsque quelqu'un vous a rabaissé, votre réaction immédiate est généralement de demander justice, de confronter, d'exiger le respect. Mais cette réaction prévisible ne fait que confirmer votre faiblesse émotionnelle, votre dépendance à la validation des autres. Une puissance invisible se manifeste lorsque vous coupez chaque connexion avec une précision chirurgicale. Ne bloquez pas, ne menacez pas, n'annoncez pas votre départ. Il disparaît tout simplement. Comme une ombre à midi, vous disparaissez sans laisser de traces. Ce type de disparition crée un vide inexplicable dans l'esprit de ceux qui vous tenaient pour acquis. L'absence de drame les déconcerte, l'absence d'explication les déstabilise, le silence soudain les tourmente. Les stoïciens comprenaient que la maîtrise de soi est la forme la plus élevée de pouvoir. Marc Aurèle a écrit « L'homme le plus puissant
est celui qui a le pouvoir sur lui-même. Lorsque vous disparaissez sans montrer de blessures émotionnelles, vous démontrez une maîtrise absolue de vos impulsions. C'est précisément ce qui déroute ceux qui s'attendaient à vous voir mendier de l'attention ou chercher à vous venger. Votre pouvoir invisible réside dans l'incertitude que vous générez. Tu vas bien? Cela vous a-t-il affecté? Avez-vous trouvé quelqu'un de mieux? Reviendras-tu un jour? Ces questions sans réponse créent un labyrinthe mental dont ils ne pourront pas s'échapper facilement. Alors qu'ils se noient dans le doute, vous avancez en silence, reconstruisant votre empire intérieur. La psychologie humaine fonctionne comme suit. Nous valorisons ce que nous perdons plus que ce que nous avons. Lorsque vous étiez disponible, vous étiez prévisible, une constante qui ne méritait pas d'attention particulière. Lorsque vous disparaissez, vous devenez une variable inconnue, un mystère qui doit être résolu. Et les humains ne supportent pas les mystères non résolus, les histoires sans fin, les détails en suspens. Ce pouvoir invisible ne nécessite aucun effort une fois exécuté. Vous n'avez pas besoin de l'entretenir activement. Il fonctionne automatiquement, jour après jour, pénétrant l'esprit de celui qui vous méprisait comme l'eau s'infiltre dans la roche. Lentement, mais implacablement. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre vie, ils commencent à ressentir le poids de votre absence, l'ampleur de ce qu'ils ont perdu, l'irréversibilité de leurs actes. N'oubliez pas, vous ne disparaissez pas pour être retrouvés. Vous disparaissez pour prouver que votre présence avait de la valeur précisément parce qu'elle était volontaire et non obligatoire. Et maintenant, cette présence est devenue le fantôme qui entre à ceux qui ne savaient pas comment l'apprécier lorsqu'ils l'avaient sous les yeux. 2. Une absence dévastatrice. L'absence n'est pas simplement un espace vide, c'est une force active qui travaille silencieusement, démolissant les structures mentales de celui qui vous tenait pour acquis. Lorsque vous disparaissez de la vie de quelqu'un qui vous regardait de haut, vous ne vous retirez pas simplement. Vous activez un mécanisme psychologique dévastateur qui fonctionne avec une précision mathématique, la loi de la rareté perçue. Cette loi dicte que les humains valorisent de manière exponentielle ce qui devient inaccessible. Pendant que vous étiez présent, vous étiez comme l'air, nécessaire mais invisible. Votre absence soudaine transforme cet air en oxygène dans les hauteurs, soudain crucial, désespérément désiré. Ce n'est pas une coïncidence si les personnes les plus arrogantes sont celles qui sont les plus mal ignorées. Leur ego surdimensionné a besoin d'une validation constante et votre absence le leur refuse. L'absence dévastatrice fonctionne par étapes prévisibles. D'abord, il y a l'incrédulité. Je suis sûr qu'il reviendra. Il le fait toujours. Non, puis l'irritation. Pour qui te prends-tu pour disparaître ainsi? Puis l'inquiétude. Lui est-il arrivé quelque chose? Finalement, la prise de conscience douloureuse, c'est vraiment parti. Et j'étais à blâmer. Chaque étape érode un peu plus votre arrogance, votre faux sentiment de contrôle, votre croyance que vous étiez remplaçable. Les stoïciens comprenaient profondément ce mécanisme. Sénèque a écrit « Nous estimons toutes choses en proportion de la difficulté de les obtenir. Votre présence constante, votre disponibilité inconditionnelle, votre pardon automatique avaient réduit votre valeur perçue. Votre absence soudaine réajuste brutalement cette perception, créant un contraste douloureux entre ce qu'ils avaient et ce qu'ils ont perdu. Cette absence ne doit pas être temporaire ou négociable. Ce n'est pas une tactique pour attirer l'attention momentanément. C'est une décision définitive basée sur le respect de soi. La démolition se produit précisément parce qu'elle est irréversible, parce qu'il n'y a pas de seconde chance, parce que le message implicite est clair. Votre comportement a eu des conséquences permanentes. La chose la plus dévastatrice à propos de votre absence est qu'elle vous enlève la possibilité d'une rédemption immédiate. Cela leur refuse la possibilité de s'excuser facilement, d'arranger les choses avec des mots vides. Cela les oblige à faire face aux conséquences réelles de leurs actes sans la possibilité d'une grâce rapide pour atténuer leur culpabilité. C'est là la vraie démolition, l'impossibilité de reconstruire ce qu'ils ont détruit avec leur mépris.
N'oubliez pas, votre absence n'est pas passive, c'est une force active qui travaille constamment, érodant les certitudes, générant des doutes, créant un vide que rien ne peut combler. Alors que vous reconstruisez votre vie, loin de ceux qui vous méprisaient, votre absence démolit tranquillement leur faux sentiment de supériorité, brique par brique, jour après jour. 3. Silence vengeur. Le silence n'est pas l'absence de communication, c'est le message le plus puissant que vous puissiez envoyer. Quand quelqu'un vous a regardé de haut, il s'attend à vos cris, à vos reproches, à vos supplications. Attendez-vous à ce que vous montriez à quel point cela vous a affecté. The Avenging Silence brise complètement ce scénario prévisible. Il ne s'agit pas d'un silence passif ou craintif. C'est un silence plein d'intention, de dignité, de pouvoir contenu. Ce silence communique plus que 1000 mots. Il dit « Vous ne méritez même pas ma voix ». Il dit « Votre opinion n'a plus de valeur pour moi ». Il dit « Je suis arrivé à un point où vous ne pouvez plus me joindre ». La beauté du silence vengeur est qu'il permet de multiples interprétations, toutes dérangeantes pour celui qui vous a rabaissé. Votre silence est une toile vierge où ils projetteront leurs pires peurs et insécurités. Les stoïciens comprenaient le pouvoir du silence comme peu d'autres. Épictète a enseigné, n'oubliez pas que le silence est parfois la meilleure réponse. Oh, non pas parce qu'il évite les conflits, mais parce qu'il génère un conflit interne beaucoup plus dévastateur dans l'esprit de l'autre. Bien que vos paroles puissent être réfutées, votre silence est incontestable. Il n'offre pas de prise, il ne permet pas de justification, il ne laisse pas de place à la manipulation. Le silence vengeur doit être total et cohérent. Vous ne pouvez pas le casser pour vérifier son effet. Vous ne pouvez pas faire d'exception. Vous ne pouvez pas envoyer de messages indirects. La moindre fissure dans votre mur de silence détruira toute sa puissance. N'oubliez pas, le silence est comme un poison. Il ne fonctionne que s'il est administré à dose complète. Les doses partielles génèrent une immunité. Ce silence n'est pas seulement externe, mais aussi interne. Il ne suffit pas de ne pas leur parler, il faut arrêter de parler d'eux. Arrêtez d'en parler avec des amis communs, arrêtez de vérifier leurs réseaux sociaux, arrêtez de poser des questions sur leur vie. Le véritable silence vengeur exige que vous les retiriez non seulement de votre communication, mais aussi de votre attention mentale. Ce n'est qu'ainsi que vous parviendrez à ce que votre silence ait le poids d'une pierre tombale sur sa conscience. La psychologie du silence vengeur est implacable. Cela crée un vide que l'esprit humain ne peut pas tolérer. Nous sommes des créatures qui ont besoin de fermeture, nous avons besoin de fin, nous avons besoin d'explication. Votre silence annule tout cela. Cela les laisse dans un vide émotionnel où chaque jour ils se demandent « Pourquoi exactement est-il parti ? Qu'est-ce qui avait brisé sa patience ? Reviendra-t-il un jour ?» Ces questions, sans réponse, sont plus tortueuses que n'importe quelle confrontation. La chose la plus puissante dans le silence vengeur est qu'il fonctionne proportionnellement à l'ego de celui qui vous a rabaissé. Plus la personne est arrogante, plus votre silence sera insupportable. Les personnes dont l'ego est gonflé ont besoin d'une validation externe constante. Elles ont besoin de savoir qu'elles continuent d'avoir un effet sur vous. Votre silence leur refuse cela, créant une blessure narcissique qui saigne intérieurement sans possibilité de guérison. N'oubliez pas, venger le silence n'est pas une tactique temporaire, c'est une condamnation permanente. Ce n'est pas une punition que vous imposez en vous attendant à une réaction, c'est une conséquence naturelle de leur comportement. Vous n'êtes pas silencieux pour qu'ils vous cherchent, vous êtes silencieux parce que vous avez avancé à un point où leurs paroles n'ont plus juridiction sur votre tranquillité d'esprit. 4. Orgueil brisé. L'orgueil est la dernière force qui tombe lorsque quelqu'un perd quelque chose de précieux. Vous pouvez blesser leur ego, leur vanité, même leur cœur, mais tant que leur fierté reste intacte, ils continueront à croire qu'ils ont le contrôle de la situation. Votre mort stratégique attaque précisément cette dernière ligne de défense, provoquant des fissures qui finiront par se transformer en un effondrement total. L'orgueil brisé ne se produit pas tout de suite. C'est un processus lent et silencieux,
presque imperceptibles au début. Commencez par de petits doutes. Ai-je fait ce qu'il fallait? Puis cela évolue vers des questions plus profondes. Pourquoi ne revient-il pas comme il l'a toujours fait? Finalement, cela devient une certitude douloureuse. Je l'ai perdu pour toujours et c'était entièrement de ma faute. Chaque étape érode un peu plus cette armure de supériorité qui leur permettait de vous regarder de haut. Les stoïciens comprenaient parfaitement la fragilité de l'orgueil humain. Marc Aurèle a averti, l'orgueil est la source de toute illusion. Quand quelqu'un vous regardait de haut, son orgueil lui permettait de justifier ce comportement, en se convainquant que vous étiez remplaçable, que vous seriez toujours disponible, que sa valeur était supérieure à la vôtre. Votre disparition détruit brutalement cette illusion, les obligeant à faire face à la réalité de leur erreur. L'orgueil brisé se manifeste par des comportements prévisibles. Tout d'abord, ils essaieront de vous contacter par hasard, comme si de rien n'était. Viennent ensuite les messages plus directs, les appels, peut-être même les apparitions de coïncidences dans les endroits que vous fréquentez. Puis viendront les excuses voilées, les tentatives d'explication, les promesses implicites de changement. Finalement, quand rien ne fonctionne, le désespoir pur et simple viendra. Plaidoyer direct, aveu de culpabilité, promesses explicites. Ce qui est fascinant avec l'orgueil brisé, c'est que chaque tentative ratée de guérison le fracture encore plus. Chaque message sans réponse, chaque appel ignoré, chaque approche rejetée est un nouveau coup porté à cette structure déjà affaiblie. C'est comme regarder un bâtiment s'effondrer au ralenti, étage par étage, jusqu'à ce qu'il soit réduit en ruine. Ne confondez pas l'orgueil brisé avec le repentir authentique. L'orgueil brisé est toujours centré sur eux, sur leurs pertes, sur leurs douleurs, sur leur besoin de reprendre le contrôle. Le vrai repentir, qui peut venir plus tard, se concentre sur vous, sur le mal qu'ils vous ont causé, sur votre douleur, sur votre droit de vous en aller. La différence est subtile, mais cruciale. La chose la plus dévastatrice pour leur fierté sera de vous voir avancer sans eux. Lorsqu'ils verront, par le biais de tiers ou des réseaux sociaux, que vous vous épanouissez, que vous avez trouvé un nouveau bonheur, que votre vie continue et s'améliore même en leur absence, le coup sera dévastateur. Leur récit interne de « ils ont besoin de moi plus que je n'ai besoin de lui » s'effondrera complètement. N'oubliez pas que vous ne cherchez pas à briser leur orgueil pour la vengeance, mais pour la justice poétique. Ce n'est pas que vous voulez qu'ils souffrent, c'est qu'ils ont besoin de faire l'expérience des conséquences naturelles de leurs actes. L'orgueil brisé n'est pas votre objectif ultime, c'est simplement le résultat inévitable de votre reconquête de pouvoir et de dignité. Alors que vous reconstruisez votre vie loin de ceux qui vous ont regardé de haut, leur fierté s'effondre sous le poids de la réalité qu'ils ont eux-mêmes créée. 5. Stoïcisme brutal. Le stoïcisme n'est pas pour les faibles. Il ne s'agit pas d'une philosophie de résignation passive ou d'acceptation soumise. C'est une discipline mentale de fer qui vous permet de transformer la douleur en puissance, l'adversité en avantage, le rejet en liberté. Quand quelqu'un vous a regardé de haut, le stoïcisme brutal vous offre un chemin que peu ont la force de parcourir. Les grands stoïciens tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ne prêchaient pas l'indifférence émotionnelle, mais le contrôle absolu des réactions. Nous ne pouvons pas choisir les circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment y répondre, enseignait Épictète. Lorsque quelqu'un vous a traité comme un choix, votre réponse stoïque n'est pas de prétendre que cela ne fait pas mal, mais de transformer cette douleur en force motrice de votre reconstruction. Le stoïcisme brutal commence par une vérité inconfortable. Personne ne vous doit rien. Pas d'attention, pas de respect, pas d'amour, pas de considération. S'attendre à ce que les autres vous apprécient à votre juste valeur, c'est céder le contrôle de votre bien-être émotionnel. La personne qui vous regardait de haut ne vous a pas laissé tomber. Cela a simplement révélé qui il est vraiment. Votre disparition n'est pas une punition pour eux, c'est une conséquence naturelle de votre clarté mentale.
L'application pratique du stoïcisme brutal exige une discipline quotidienne. Lorsque vous ressentez le besoin de vérifier si vous êtes recherché, rappelez-vous Marc Aurèle. Très bientôt tu seras mort, et tu n'es pas encore simple, ni imperturbable. Chaque fois que la nostalgie essaie de vous affaiblir, rappelez-vous Sénèque. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous perdons beaucoup. Chaque minute passée à penser à celui qui vous a méprisé est une minute volée à votre reconstruction. Le stoïcisme brutal vous oblige à faire face à des vérités douloureuses. Peut-être que c'est vous qui avez permis le mépris pendant trop longtemps. Peut-être avez-vous idéalisé quelqu'un qui n'a jamais vraiment existé. Peut-être avez-vous confondu intensité et profondeur, attraction et respect, désir et appréciation. Ces vérités font mal, mais elles sont le fondement sur lequel tu bâtiras ta nouvelle force. Les stoïciens pratiquaient la préméditation de l'adversité, en visualisant les pires scénarios possibles à préparer. Appliquez ce principe. Imaginez qu'ils ne le regretteront jamais, qu'ils ne reconnaîtront jamais leur erreur, qu'ils ne ressentiront jamais votre absence. Votre décision de disparaître serait-elle toujours correcte ? Si la réponse est oui, alors votre motivation est pure. On ne disparaît pas pour provoquer une réaction, mais par respect pour soi-même. Le stoïcisme brutal implique également de reconnaître que votre valeur n'augmente pas ou ne diminue pas en fonction de l'opinion des autres. Comme l'a enseigné Épictète, ne cherchez pas à ce qu'il se passe les choses comme vous le souhaitez, désirez qu'elles se passent comme elles se produisent et vous serez heureux. Votre valeur est intrinsèque, immuable, indépendante des validations externes. Ceux qui ne l'ont pas vu de cette façon ont perdu quelque chose de précieux et non l'inverse. Le paradoxe du stoïcisme brutal est qu'en acceptant pleinement la possibilité qu'ils ne se repentiront jamais, vous maximisez les chances qu'ils le fassent. En vous libérant véritablement de la nécessité de ces remords, vous créez précisément les conditions pour qu'ils s'épanouissent. Non pas parce que vous le cherchez, mais parce que votre liberté émotionnelle rend évidente l'ampleur de ce qu'ils ont perdu. N'oubliez pas, le stoïcisme brutal n'est pas de la cruauté envers les autres, c'est de l'honnêteté avec soi-même. Ce n'est pas l'indifférence à la douleur, c'est la transcendance de la souffrance inutile. Ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise d'elle. Et c'est dans ce domaine que réside votre pouvoir le plus profond, un pouvoir que personne ne pourra jamais vous enlever. 6. Repentir forcé. La repentance authentique ne peut être exigée ou négociée. Elle ne peut être provoquée qu'indirectement. Lorsque vous essayez de forcer quelqu'un à se repentir par le reproche, le blâme ou la manipulation émotionnelle, vous n'obtenez que des excuses superficielles, des promesses vides et des changements temporaires. Le vrai repentir surgit lorsque la personne affronte, dans la solitude et le silence, les conséquences irréversibles de ses actes. Votre disparition crée précisément cet espace de confrontation inéluctable. Sans votre présence pour absorber leurs justifications, pour accepter leurs excuses, pour valider leurs récits déformés, ils sont piégés dans une pièce mentale avec des miroirs sur tous les murs. Ils ne peuvent se voir qu'eux-mêmes et la vérité de ce qu'ils ont fait. Cette confrontation forcée avec leur propre comportement est le catalyseur d'une véritable repentance. La psychologie du regret forcé fonctionne comme une pression constante qui augmente avec le temps. Au début, ils essaieront de se justifier intérieurement. Ce n'était pas si mal. Tout le monde fait des erreurs. Ils se comportent de manière exagérée. Mais au fur et à mesure que les jours passent et que votre absence se solidifie, ces justifications deviennent de moins en moins convaincantes, même pour elles-mêmes. Le vide que vous avez laissé parle plus fort que n'importe quelle excuse. Les stoïciens comprenaient que les gens ne changent que lorsque la douleur de rester le même l'emporte sur la douleur du changement. Votre absence définitive crée précisément ce déséquilibre douloureux. Pendant que vous étiez présent, ils pouvaient maintenir leur comportement car les conséquences étaient tolérables. Votre disparition fait fortement grimper le cours de leurs actions à un niveau insoutenable, les obligeant à réévaluer complètement leurs choix. Le repentir forcé a des étapes prévisibles. Cela commence par le déni de responsabilité. Je n'ai rien fait d'aussi grave.
progrès vers la minimisation. Nous faisons tous des erreurs. Il poursuit avec l'auto-justification. J'avais mes raisons. Il tend vers une partie de la faute. Nous étions tous les deux en partie à blâmer. Et finalement, il finit par l'accepter totalement. J'ai complètement gâché et maintenant, il est trop tard. Chaque étape est plus douloureuse que la précédente et votre absence constante est le moteur de ce processus. La chose la plus puissante à propos du repentir forcé est qu'il se produit dans l'intimité de votre esprit, sans audience, sans témoin, sans possibilité d'obtenir un soulagement par la confession ou des excuses. C'est un processus interne, solitaire, inévitable. Vous ne pouvez pas y échapper parce que cela ne vient pas de vous, cela vient de l'intérieur. Ce n'est pas une punition que vous imposez, c'est une conséquence naturelle qu'ils ressentent. Le temps joue en votre faveur dans ce processus. Au fur et à mesure que les jours se transforment en semaines et les semaines en mois, la réalité de votre absence permanente se solidifie. L'espoir initial que cela passera se transforme peu à peu en la douloureuse certitude que cela est permanent. C'est précisément cette permanence qui transforme le repentir superficiel en profond remords. N'oubliez pas, vous ne disparaissez pas pour forcer leur repentir, vous disparaissez par respect pour vous-même. Le regret qu'ils éprouveront est simplement le résultat naturel de votre décision de vous valoriser. Ce n'est pas votre objectif, c'est la conséquence inévitable de votre recouvrement de dignité. Et c'est l'ironie parfaite, votre regret sera plus profond précisément parce que vous n'en avez plus du tout besoin. 7. Disparaître stratégiquement. Disparaître n'est pas simplement cesser d'être présent. C'est un art qui demande de la précision, de la discipline et de la stratégie. La plupart échouent à ce stade parce qu'ils confondent disparition émotionnelle et disparition physique, ou parce qu'ils exécutent une retraite incomplète qui laisse les portes entr'ouvertes. La disparition stratégique est absolue, irréversible et exécutée avec la précision d'un chirurgien. Le premier principe de la disparition stratégique est l'absence d'annonce préalable. N'avertissez pas, ne menacez pas, n'annoncez pas votre départ. Les avertissements ne servent qu'à préparer l'autre, à lui donner le temps de s'adapter, à réduire l'impact de votre absence. La disparition efficace est comme une coupe nette, rapide, précise, sans avertissement. Un jour, vous êtes pleinement présent. Le lendemain, vous avez disparu sans laisser de traces. Le deuxième principe est la totalité. Il ne suffit pas d'arrêter de répondre aux messages si vous êtes toujours visible sur les réseaux sociaux. Il ne suffit pas de bloquer leur nombre si vous entretenez des amitiés communes qui servent de pont informationnel. La disparition stratégique nécessite de couper tous les canaux de connexion possibles, directs et indirects. Tout fil que vous laissez libre sera utilisé pour essayer de retrouver l'accès à vous. Les stoïciens pratiquaient le détachement comme une discipline quotidienne. Épictète a enseigné à ses disciples à contempler la perte de leurs biens et de leurs proches afin de renforcer leur indépendance émotionnelle. Appliquez ce principe. Avant de disparaître, dites au revoir mentalement. Acceptez que cette personne ne fasse plus partie de votre vie, qu'il n'y aura pas de réconciliation future, que ce chapitre est définitivement clos. La disparition stratégique devrait inclure un plan pour les rencontres accidentelles. Si vous vivez dans la même ville, si vous travaillez dans des espaces restreints ou si vous partagez des cercles sociaux, vous pourriez éventuellement vous croiser. Préparez-vous à ce moment à l'avance. Décidez exactement comment vous allez agir, cordial mais distant, complètement indifférent, ou simplement reconnaître leur présence avec un geste minimal avant de continuer votre chemin. Une idée fausse courante est la disparition performative, conçue pour être remarquée et admirée par les autres. Publier des conseils sur les réseaux sociaux, partager des phrases sur le fait de lâcher prise de ce qui ne vous valorise pas, montrer ostensiblement à quel point vous êtes bon sans cette personne.
Ces actions révèlent que votre disparition n'est pas authentique, mais qu'il s'agit d'une tactique pour attirer l'attention. La véritable disparition stratégique est silencieuse, discrète, presque invisible pour tout le monde, sauf pour ceux qui ont perdu l'accès à vous. La psychologie derrière la disparition stratégique est basée sur le principe de la perte ambiguë. Lorsqu'une personne décède, nous entamons un processus de deuil avec des étapes définies qui mènent finalement à l'acceptation. Mais quand quelqu'un disparaît sans explication, sans fermeture, sans fin claire, le deuil est suspendu dans un limbe émotionnel. Cette incertitude perpétuelle est précisément ce qui rend votre absence si dévastatrice pour celui qui vous a regardé de haut. L'aspect le plus difficile de la disparition stratégique est de la maintenir lorsqu'il commence à vous rechercher activement. Des messages arriveront, peut-être par l'intermédiaire de tiers, spécialement conçus pour susciter votre réponse. Il traverse une période difficile, il a beaucoup changé, il te demande constamment. Chacun de ces messages est un test pour votre résolution. Chaque réponse que vous donnez, aussi minime soit-elle, réinitialisera le compteur de votre disparition. N'oubliez pas, la disparition stratégique n'est pas une tactique temporaire, c'est une décision de vie. Vous ne disparaissez pas pour revenir quand il vous supplie suffisamment. Vous disparaissez parce que vous avez décidé que votre énergie, votre temps et votre présence sont trop précieux pour ceux qui n'ont pas su les apprécier quand ils les avaient. Et cette décision, une fois prise, doit être aussi irréversible que le temps lui-même. 8. Un vide insupportable. Le vide que vous laissez derrière vous lorsque vous disparaissez n'est pas simplement un espace physique ou temporaire. C'est une absence multidimensionnelle qui affecte tous les aspects de la vie de celui qui vous a rabaissé. Ce vide a des propriétés presque physiques: poids, densité, volume. Il s'étend avec le temps plutôt que de rétrécir. Elle devient plus perceptible à des moments précis: fêtes, difficultés, réalisations, échecs, des moments où, inconsciemment, il s'attendait à partager avec vous ou à recevoir votre réaction. L'esprit humain est conçu pour rechercher des modèles et remplir les informations manquantes. Lorsque vous créez un vide informationnel en disparaissant sans explication, votre cerveau travaillera sans relâche pour essayer de combler ce vide avec des hypothèses, des reconstructions et des scénarios imaginaires. Ce processus mental constant consomme une énorme quantité d'énergie psychique, créant un épuisement émotionnel qui s'intensifie avec le temps. Les stoïciens comprenaient le pouvoir de la vacuité. Sénèque a écrit « La nature a horreur du vide », faisant référence à la façon dont les espaces vides génèrent une tension qui cherche à être résolue. Votre absence crée précisément ce genre de tension insoluble. Il n'y a pas de bon substitut pour vous, il n'y a pas de remplacement qui puisse occuper exactement l'espace que vous avez laissé. C'est ce vide irremplaçable qui le rend vraiment insupportable. Le vide insupportable fonctionne par cycle d'intensité variable. Il y aura des jours où il semblera s'être adapté à votre absence, des moments où il pensera l'avoir surmonté. Alors, sans avertissement, un souvenir, une chanson, un lieu, une odeur déclencheront une nouvelle vague de prise de conscience de ce que vous avez perdu. Ces cycles récurrents sont particulièrement dévastateurs car ils empêchent une adaptation complète à votre absence. La psychologie du vide insupportable est intensifiée par les contrastes. Le contraste entre ce qu'était la vie avec vous et ce qu'elle est sans vous. Le contraste entre ce qu'ils tenaient pour acquis et ce à quoi ils aspirent désespérément aujourd'hui. Le contraste entre la facilité avec laquelle vous avez été écarté et l'impossibilité de vous en remettre. Ces contrastes douloureux sont des leçons silencieuses qu'aucun mot ne pourrait transmettre aussi efficacement. La chose la plus troublante à propos de l'insupportable vide est sa qualité de miroir. Il reflète sans relâche les vérités qu'ils essaient d'éviter. Leur responsabilité de vous perdre, leur arrogance à vous rabaisser, leur aveuglement à ne pas vous valoriser correctement. Dans la solitude de ce vide, ils n'ont d'autre choix que de se confronter à des versions d'eux-mêmes qu'ils préféreraient ne pas reconnaître.
Ce vide est amplifié de façon exponentielle lorsqu'ils observent, même indirectement, que vous êtes passé à autre chose, que vous avez construit une vie pleine sans eux, que d'autres apprécient ce qu'ils ont jeté. La comparaison entre le vide qu'ils ressentent et la plénitude que vous avez atteinte crée une dissonance cognitive atroce qui défie toute leur justification précédente. L'aspect le plus cruel du vide insupportable est qu'avec le temps, il devient une partie de votre nouvelle normalité, une présence constante de l'absence, un rappel permanent de ce qu'ils ont perdu par leur propre comportement. Ce n'est pas une douleur aiguë qui finit par disparaître, mais une carence chronique qui s'intègre dans leur expérience quotidienne, comme un membre fantôme qui continue à faire mal, même s'il n'est plus physiquement présent. N'oubliez pas, ne créez pas ce vide insupportable par vengeance, mais par nécessité. Vous ne disparaissez pas pour les torturer, mais pour vous libérer. Le vide qu'ils ressentent est simplement l'espace que vous avez occupé dans leur vie. Maintenant, un rappel constant de ce que nous n'apprécions que lorsque nous le perdons à jamais. 9. Contrôle de l'esprit. Le contrôle de l'esprit ne consiste pas à contrôler les autres, mais à maîtriser absolument votre propre esprit. C'est la discipline stoïcienne par excellence. Quand quelqu'un vous a rabaissé, votre esprit veut naturellement et instinctivement réagir, obsédé par ce qui s'est passé, imaginer des confrontations, fantasmer sur la vengeance, chercher des explications, aspirer à des réconciliations. Le contrôle mental stoïcien interrompt ce cycle réactif et vous redonne le pouvoir sur vos pensées. Les grands stoïciens, tels que Marc Aurèle, pratiquaient quotidiennement la discipline du contrôle de l'esprit. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise-le et tu trouveras de la force, écrivait l'empereur philosophe. Cette vérité est particulièrement puissante lorsque vous avez décidé de disparaître de la vie de quelqu'un. Les événements extérieurs, vos tentatives de contact, vos excuses tardives, vos regrets ne devraient pas avoir de pouvoir sur votre détermination intérieure. Le premier niveau de contrôle de l'esprit est la gestion des pensées intrusives. Lorsque des souvenirs, des doutes ou de la curiosité à propos de cette personne apparaissent, ne les réprimez pas de force, car cela ne fait qu'augmenter leur pouvoir. Au lieu de cela, observez-les avec détachement, comme s'il s'agissait de nuages traversant le ciel de votre esprit. Reconnaissez-les sans jugement. J'ai une pensée à propos de X, puis laissez-les passer sans leur accorder plus d'attention. Le deuxième niveau est la redirection consciente de l'énergie mentale. Chaque fois que votre esprit veut investir de l'énergie en pensant à celui qui vous a regardé de haut, il redirige délibérément cette énergie vers votre croissance personnelle. Faites-en une habitude automatique. Pensez à eux. Action immédiate vers votre amélioration. Cette réorientation systématique transforme ce qui pourrait être une obsession débilitante en carburant pour votre évolution. Les stoïciens pratiquaient la technique de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, dépourvues de distorsions émotionnelles. Appliquez ce principe. Lorsque vous avez le mal du pays ou que le doute vous frappe, rappelez-vous avec une précision clinique comment vous avez réellement été traité et non la version idéalisée dont votre esprit veut se souvenir. Cet exercice d'objectivité brutale dissout la tendance à romancer des relations qui étaient fondamentalement déséquilibrées. Le contrôle de l'esprit stoïcien comprend la pratique de amor fati, amour du destin. Il ne s'agit pas d'une résignation passive, mais d'une acceptation active que ce qui s'est passé était nécessaire à votre évolution. Le mépris que vous avez subi n'a pas été une erreur tragique sur votre chemin, c'était une leçon essentielle, un catalyseur de votre transformation. Cette perspective transforme la douleur en but et la perte en gain. La véritable maîtrise du contrôle de l'esprit se manifeste lorsque vous recevez des informations sur cette personne, directement ou indirectement. Des nouvelles qu'il souffre, qu'il vous cherche désespérément, qu'il s'est profondément repenti. Le stoïcien n'éprouve aucune satisfaction vengeresse, ni aucun adoucissement compatissant.
Il reçoit cette information avec la même équanimité avec laquelle il recevrait des nouvelles d'un étranger, avec une compréhension humaine, mais sans implication émotionnelle. L'aspect le plus puissant du contrôle de l'esprit stoïcien est la capacité de décider consciemment quelle pensée mérite votre attention. Comme l'a enseigné Épictète, les gens ne sont pas troublés par les choses, mais par la vision qu'ils en ont. Quand quelqu'un vous vient à l'esprit, vous avez le pouvoir souverain de décider. Cette pensée me sert-elle? Est-ce que cela me fortifie? Est-ce que cela me rapproche de mes objectifs? Si la réponse est non, vous avez le pouvoir de la soustraire à votre attention consciente. N'oubliez pas, le contrôle de l'esprit n'est pas la répression ou le déni. C'est une direction consciente, c'est un choix délibéré, c'est la souveraineté sur votre espace mental le plus intérieur. Vous ne contrôlez pas si cette personne essaiera de revenir dans votre vie, mais vous contrôlez absolument si vous lui permettez de reprendre de la place dans votre esprit. Et ce contrôle, cette souveraineté mentale, est le fondement le plus solide de votre pouvoir personnel. 10. Victoire silencieuse. La victoire silencieuse n'est pas annoncée. Elle n'est pas célébrée publiquement. Elle ne cherche pas de témoins ou d'applaudissements. C'est un triomphe intime qui se manifeste dans de petits moments de clarté. Lorsque vous réalisez que vous avez passé des journées entières sans penser à celui qui vous regardait de haut. Lorsque vous recevez des nouvelles de cette personne et que vous ne ressentez rien. Lorsque vous vous souvenez de ce qui s'est passé et que vous le voyez comme une expérience lointaine qui n'a plus de pouvoir émotionnel sur vous. Ces moments, additionnés, constituent votre victoire silencieuse. Les stoïciens comprenaient que la vraie victoire ne réside jamais dans le contrôle des circonstances extérieures ou dans le changement des autres. Épictète, qui a vécu en esclave avant de devenir philosophe, a enseigné « Faites dépendre votre bonheur de vos propres actions ». Votre victoire silencieuse ne dépend pas du fait que l'autre personne souffre, se repente ou essaie de se rétablir. Cela dépend uniquement de votre transformation intérieure, de votre reconquête de pouvoir, de votre reconstruction personnelle. La victoire silencieuse a des scores concrets. La première est l'indifférence véritable. Non pas une indifférence feinte qui cache la douleur, mais une authentique neutralité émotionnelle. Lorsque vous pouvez entendre leur nom sans que votre cœur ne s'emballe, lorsque vous pouvez les voir à l'improviste sans que votre journée ne soit altérée, lorsque leur mémoire est aussi neutre émotionnellement que celle d'une simple connaissance, vous aurez atteint ce premier niveau de victoire. Le deuxième marqueur est la gratitude paradoxale. Vous arrivez à un point où, étonnamment, vous pouvez être reconnaissant pour l'expérience du mépris. Non pas parce que c'était agréable, mais parce que c'était le catalyseur d'une profonde transformation qui n'aurait pas eu lieu autrement. Vous reconnaissez que cette personne, sans le vouloir, vous a poussé vers une version plus forte, plus claire et plus authentique de vous-même. La victoire silencieuse inclut le phénomène du transfert de pouvoir. Chaque fois que vous investissiez de l'énergie dans cette relation déséquilibrée, vous transfériez votre pouvoir personnel. En disparaissant et en vous reconstruisant, vous avez inversé ce flux. Vous avez retrouvé toute votre énergie, toute votre attention, tout votre temps. Pendant ce temps, ils continuent de dépenser leur énergie à penser à vous, à ce qu'ils ont perdu, à comment le récupérer. Ce renversement de la dynamique du pouvoir est peut-être l'aspect le plus satisfaisant de votre victoire. La chose la plus élégante à propos de la victoire silencieuse est qu'elle se produit indépendamment de ce que fait l'autre personne. S'il tente désespérément de vous contacter, il confirme votre victoire en montrant à quel point votre absence les a affectés. S'il n'essaie jamais de vous récupérer, il confirme également votre victoire en prouvant que vous avez pris la bonne décision en disparaissant de la vie de quelqu'un qui ne vous valorisait pas correctement. Dans les deux scénarios, vous gagnez. La manifestation suprême de la victoire silencieuse est la capacité de leur souhaiter du bien, sincèrement, sans arrière-pensée. Non pas par supériorité morale ou condescendance, mais par la compréhension sincère
qu'ils sont des êtres humains imparfaits qui ont agi selon leurs propres blessures et limites. Ce niveau de détachement compatissant montre que vous vous êtes complètement libéré des chaînes émotionnelles qui vous liaient à cette personne. La victoire silencieuse n'est pas une destination finale, mais un état qui s'approfondit avec le temps. Chaque jour que vous vivez pleinement sans cette personne est une victoire. Chaque réalisation que vous réalisez par vous-même est une victoire. Chaque nouvelle relation équilibrée et respectueuse que vous établissez est une victoire. Et ce qu'il y a de plus puissant, aucune de ces victoires ne dépend de ce que l'autre personne les voit, les reconnaît ou les valide. N'oubliez pas, la victoire la plus douce n'est pas celle qui humilie l'adversaire, mais celle qui vous libère complètement de la nécessité d'avoir des adversaires. Vous n'avez pas gagné parce qu'ils ont perdu quelque chose de précieux. Vous avez gagné parce que vous avez regagné quelque chose d'inestimable. Votre pouvoir, votre paix, votre dignité et votre capacité d'aller de l'avant sans regarder en arrière. C'est là l'essence même de la victoire silencieuse.